Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. En cette période particulière, même si les entretiens se font plus espacés, je ne les arrête pas. Et cette semaine, on se retrouve avec un chanteur que j'affectionne tout particulièrement à titre personnel, c'est Ben Mazué. Après le très réussi La Femme Idéale, le chanteur revient avec le non moins réussi Paradis, son 4e album. Sur fond de rupture, d'exil et de grands virages de la vie, Ben Mazué dévoile une écriture, un regard particulier sur ces sensations qui sont pourtant si universelles. Et au fond, c'est peut-être là sa force principale, savoir capter l'incaptable, donner du corps à tout ce qui nous file entre les doigts. Alors le podcasteur, l'intervieweur et le fan que je suis, nous nous sommes réunis en une seule personne, et nous nous sommes dirigés vers le studio de Ben Mazué, où nous avons parlé de pas mal de petites choses qui gravitent en dedans et en dehors de cet album. Alors avec Ben Mazué, on a parlé de la manière dont il écrit sa musique, des 3 duos que l'on retrouve dans cet album, du parcours qui fonde en partie le style de musique que l'on a, ou encore de l'île de la Réunion, où il a vécu avant de connaître la séparation avec celle que l'on pouvait reconnaître comme la femme idéale dans son précédent album. Je me permets également de vous préciser que si la tournée est compromise en ce moment, Ben Mazué partira, pour l'instant, et on l'espère, très bientôt, en tournée, en concert, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les dates près de chez vous, tout simplement. Bonne écoute. Ben Mazué, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce 4e album, Paradis, on peut dire qu'il y a une espèce de petit fil conducteur, ce sont les ruptures amoureuses et, disons, tout ce qu'elle implique. Donc il y a le moment où tout s'effondre, il y a les projets avortés, et au milieu de tout ça, il y a les enfants. Sans rentrer dans les détails, c'est un album qui est un petit peu autobiographique, mais est-ce qu'on peut dire au fond que ce qui t'intéresse, ce sont les tournants de la vie, les virages, les grands moments, comme on avait pu le voir également dans La Femme Idéale, ton dernier album, ton précédent album? Bah oui, complètement. Parce que justement, en fait, je dois dire que cette question, tu me l'as posée il y a 2 minutes, ouais. Et qu'en fait, les micros n'étaient pas branchés. Pas du tout. Donc du coup, je vais te redire ce que tu m'as déjà comme je t'ai posé la question. Je vais essayer de le formuler de manière plus, spontanée. Mais, et originale. Et originale, mais en vérité, je vais quand même te dire à peu près la même chose, à savoir que parfois on parle du fait que j'écris sur la vie quotidienne, et j'ai pas l'impression d'écrire sur la vie quotidienne. Moi, j'ai l'impression d'écrire sur des grands virages, comme tu dis, mais communs, qu'on a tous eu, ou qu'on aura tous, comme par exemple les deuils, les histoires d'amour qui durent, et là, en l'occurrence, sur cet album, les ruptures. Est-ce que c'est autobiographique? Peut-être qu'on en reparlera, mais je pense qu'on écrit bien sûr avec ce qu'on vit, mais aussi avec ce qu'on voit, et avec ce qu'on imagine et ce qu'on sublime. Donc il y a un peu des 3, c'est une tambouille un peu des 3. C'était original. Ça a changé de la première réponse. C'était pas tout à fait la même chose que la première réponse, que personne n'aura jamais. Que personne n'aura jamais. Voilà. En parlant de ce que tu écris toi et de ces sentiments parfois si universels, les paroles de tes chansons, elles sont souvent des paroles qui résonnent un jour ou l'autre dans la vie de chacun de nous. Alors comment éviter les clichés, les lieux communs dans l'écriture de ces émotions qui sont si universelles précisément? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, sur laquelle tu travailles ou pas du tout? Oui, d'autant plus que c'est souvent des clichés et des lieux communs qui sont mes thèmes, en fait. C'est-à-dire parler de la rupture ou du deuil. Typiquement, ouais. Ce sont des sujets qui ont été vraiment éculés. Donc moi, je cherche un regard qui soit pas forcément celui qu'on imagine, en fait. Donc c'est vrai que sur le deuil, par exemple, j'ai écrit une chanson, il y a 2 albums de ça, sur le deuil de ma mère, et en fait l'idée c'était justement d'en parler de manière réjouie, en disant qu'elle continuera d'exister tant que moi j'existerai. En gros, c'était ça. Après avec un angle un peu à moi, dans quelque chose d'assez réjoui. Et puis là, dans la rupture amoureuse, l'idée c'est de dire, tu parlais du fait que tout s'effondre. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression que tout s'est effondré. En tout cas, j'ai pas l'impression de parler de la rupture comme quelque chose qui s'effondre, parce que justement, j'ai l'impression qu'on est allé au bout du bout. Et de ça, on en sort digne. Et donc, en sortant digne, on peut se regarder, se saluer, et tourner les talons avec sans regret, en fait. Oui, ta vision de l'amour à toi, en tout cas de cet amour-là, c'est qu'une relation finie n'est pas forcément une relation qui est pourrie de l'intérieur.
déjà, et une histoire d'amour qui se termine n'est pas une histoire d'amour ratée, en fait. Et ça, c'est le fil conducteur de l'album, parce que c'est vrai que moi, j'ai été bercé par des contes et de la littérature et du cinéma qui disaient qu'une histoire d'amour réussie était une histoire d'amour pour toujours. Ouais. Or, en fait, je crois pas plus à ça. Je pense qu'il y a des histoires d'amour très belles qui se terminent et des pourries qui se prolongent. Voilà. Alors ce texte dont on vient de parler, ces paroles, donc, elles sont très importantes chez toi. C'est d'ailleurs, à mon sens, la raison pour laquelle on peut t'aimer, enfin ta musique. C'est quel temps, celui de l'écriture? Est-ce que c'est un temps facile où tout vient de manière fluide? Est-ce que c'est un temps plus douloureux? Est-ce que c'est un temps où tu étales toi-même les choses pour mieux les voir de ta vie? Qu'est-ce que ça représente? Le temps de l'écriture, c'est-à-dire le fait de coucher, vraiment, c'est... Est-ce que c'est par exemple genre un exercice, tu sais? J'écris l'album cette semaine. Ouais, c'est un peu un exercice. En tout cas, c'est planifié, parce que c'est un métier. Donc, il y a la nécessité de le planifier, donc de le provoquer. C'est pas comme, je pense, quand tu fais ça de manière amateur, où tu peux en fait écrire dès lors qu'un déséquilibre te vient à l'intérieur de toi et que tu sens la bouffée d'inspiration, tu l'écris. Quand tu en fais ta profession, ce déséquilibre-là, parfois, il faut le provoquer pour que la bouffée d'inspiration vienne. Donc l'écriture, elle vient après d'abord le vécu. Donc il faut d'abord vivre. Donc c'est déjà une grande période de vie. Enfin pour toi en tout cas. Voilà, où tu vis des choses, tu vois, tu comprends, et après tu commences à les coucher sur papier. Ça vient un peu lentement, graduellement. C'est-à-dire j'ai commencé sur cet album par écrire des textes sans rime, sans rien, tu vois, vraiment des espèces de témoignages dont est resté juste un texte qui s'appelle Pas très original, qui est d'ailleurs pas sur l'album, mais qu'on a fait quand même en vidéo. Alors qui est sur Spotify en l'occurrence. Du coup, il est sur les plateformes. Ouais, voilà, mais j'avais eu l'album avant, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour la presse, quoi. Ouais. Il y était pas du tout, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que c'était pas une chanson, en fait. C'était le début des épreuves de quoi je voulais parler, comment je voulais le faire. Donc c'est parti de là. Et puis après, il a fallu faire des chansons. Et pour faire des chansons, je me suis mis à marcher. J'ai beaucoup marché. Et en marchant, j'ai fredonné. Et de ces fredonnements, de ces airs, parce que fredonnement, je ne crois pas que ce soit vraiment pourquoi français. Pas finalement, mais... Ouais, on peut. Et j'ai commencé à écrire des textes dessus, mais pas avec un stylo, un papier, toujours en les chantant, en marchant, comme des rengaines, en fait. Je voulais que ce soit vraiment chantable a cappella. C'était le projet. Et une fois que c'était chanté et chantable a cappella, une fois que le morceau était terminé, vraiment tout écrit, comme 1 kilomètre à pied, par exemple, qui est une chanson de marche. Ça use, exactement. C'est très réussi. On ne sait pas qui est l'auteur de ce morceau, mais chapeau. C'est usant. Là, je le mettais à l'épreuve des instruments à ce moment-là, donc assez tard en fait dans le processus. Ce qui permet, excuse-moi, je te coupe avant que tu... Pas du tout. Ce qui permet de garder l'air tel qu'il est au début, c'est-à-dire vraiment brut. Parce que sinon, si tu prends ton air, ta petite mélodie que tu fredonnais et que tu la mets tout de suite à l'épreuve des instruments, il va se polir et puis il va devenir autre chose. Ce qui est pas grave d'ailleurs, ce qui est cool, mais là, je voulais vraiment garder moi des airs vraiment originaux de ce que brutalement j'avais au départ, quoi. Ça marche pour la musique comme pour les paroles, mais à quel moment tu sais que la note ou le mot, la phrase est le bon et que plus globalement, l'écriture de la chanson est terminée, parce qu'il faut bien que ça se termine un jour. Je crois que en fait, je me le dis, à un moment, c'est un peu comme une construction, à un moment ça tient debout, c'est en équilibre, tu vois. Ton morceau, il tient debout. Tu le chantes et puis il tient debout. Il a un début, un milieu, une fin. Pour toi. Une intensité pour toi. T'as des retours, etc. aussi. Quand tu le chantes, tu te dis, ah tiens, ça tient debout. Donc après, tu l'enregistres. Moi, j'ai un dictaphone. Je l'enregistre sur mon dictaphone. Encore une fois, comme je te disais, tout est parti de la voix. Donc j'ai juste à le mettre dans le dictaphone. Et puis après, tu le mets, tu le réécoutes 2 jours après. Et là, il y a une sanction. Il y a une sanction qui arrive. Soit tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est très mauvais. Soit tu te dis, en fait, c'est bien, ça tient bien, ça reste debout malgré le temps et une écoute dans un état différent. Et donc, tu le gardes et ça devient un morceau. Mais ceux que tu gardes pas, ceux qui, au bout de 2 jours, tu trouves pourris, peut-être qu'il y a 2-3 phrases que tu vas réutiliser sur un autre morceau, en fait. En fait, c'était juste que tu tournais autour... du pot et que en fait un jour le pot tu vas le trouver. C'est bien dit. Ouais, la métaphore était pas ouf, mais j'étais sur un truc de chien qui sentait le cul et c'était pas beaucoup mieux. Donc, écoute, je préfère le pot, je crois.
Alors c'est principalement ton père, les échanges avec ton père qui t'ont visiblement, selon toi, donné le goût des mots, parce que vous avez toujours, je crois, des relations épistolaires. Est-ce que c'est pour ça que dans tes chansons, tu t'adresses beaucoup aux gens? Pas seulement dans cet album d'ailleurs, mais j'ai remarqué ça, qu'il y a beaucoup de tu. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que le style épistolaire, les correspondances en général, c'est vraiment une manière d'écrire qui, moi, me correspond, me plaît, et que j'utilise depuis longtemps. Donc, je pense que j'ai une certaine gymnastique dans cette manière d'écrire. Ouais, je suppose. Dans les lettres, j'écris beaucoup de lettres, et ça me plaît beaucoup. Donc, peut-être que dans les chansons, il y a une forme de lettre. En tout cas, j'ai l'impression que ce qu'il y a surtout en commun dans ma manière d'écrire, c'est le fait de rendre hommage. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire, souvent, j'écris en imaginant rendre hommage à une situation, à un lieu, à une émotion, à une personne. Mais il y a toujours ce truc de l'hommage. C'est vraiment un levier d'inspiration majeur pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé écrire des discours d'anniversaire, ou tu vois, quand ma mère est morte, j'ai fait le discours de son enterrement. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment un moment, un des grands moments de ma vie, quoi. C'était vraiment génial de pouvoir lui rendre hommage à ce moment-là, avec mes mots. J'étais c'était vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai un super souvenir. Mes sœurs aussi, quand elles se sont mariées, j'ai un super souvenir des discours. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Des grands moments, quoi, encore une fois. Ouais, grands moments, voilà. Et en parlant de grands moments, dans Quarantaine, tu évoques non pas le confinement, non, ce que ça vaut. C'est vrai, non, mais tu sais quoi, on me dit souvent, c'est vrai que Quarantaine, quand tu sors un album... aujourd'hui, ouais. En pleine pandémie, c'est pas sûr que tu parles de l'âge, en fait. Mais oui, c'est bien l'âge, évidemment. Qu'est-ce qui fait en réalité, et selon toi, évidemment, que la quarantaine est un tournant? Alors, je pense que ce qui fait que pour moi, la quarantaine est un tournant, c'est d'abord ce que j'en ai reçu de la culture. Société. De la société, de la littérature, des films. Vraiment, la quarantaine est un tournant, de même titre que l'adolescence est une crise, quoi, en gros. On te parle de ça. Et il y a la crise de la quarantaine. Et moi, j'en connais pas grand-chose de cette crise de la quarantaine d'un point de vue... psy, j'allais dire, mais l'idée que je m'en fais en tout cas, c'est que en fait tu as cette crise de la quarantaine quand pendant des années, des décennies, tu as fait ce qu'il fallait, et qu'à un moment tu te réveilles en te disant il me reste plus forcément énormément de temps, et est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Et en fait, moi j'ai l'impression d'être à l'abri de ça, parce que j'ai vraiment suivi ce que je voulais en vrai, et donc je me sens un peu je me sens heureux d'aborder cet âge-là avec ce bouclier-là, voilà. Ok, oui, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, en l'occurrence. Alors cet album, c'est un album qu'on pourrait qualifier, parce qu'on aime bien ça, surtout en France, de chansons françaises. Mais avant, ta musique était davantage axée sur le rap, sur le slam. Comment tu t'es trouvé, en tout cas, de quelle manière tu as évolué musicalement? Et ben, je me suis trouvé le jour où j'ai compris qu'en fait, le style de musique que tu fais, c'est pas seulement la musique qu'on écoute, c'est aussi le parcours que tu as. D'accord ? Ouais. Quand tu écoutes Gims, par exemple, c'est un rappeur, ça sera toujours un rappeur, même quand il chante de la variété française. Ouais. Parce qu'il a un parcours de rappeur. Parce qu'il a kické dans des radios hip-hop, tu vois, il est venu faire un 16 mesures, comme on dit, et il avait des textes pour ça, il a pris un micro quand il y avait des open mic dans des festivals, etc. Donc il a ce parcours hip-hop. Moi, j'ai un parcours de chansons françaises, c'est-à-dire que je suis allé jouer sur des scènes de chansons françaises, comme les Francopholies. Je me suis présenté à plein de tremplins de la collectivité, je croyais beaucoup en ça. J'ai fait énormément de live, je fais que ça. J'ai voulu exister par le live bien avant de faire des albums ou d'être en studio. Ça, c'est un parcours de chansons françaises. Donc le jour où j'ai compris ça, je m'étais trouvé, en fait. Je faisais la chanson française et c'était bon. Ok. Voilà. De manière très simple, finalement. Ouais. Alors, j'ai comme souvent vu la pochette avant d'écouter l'album. Donc, c'est cette photo de toi avec à l'arrière un tableau de jungle luxuriante du douanier Rousseau. Ouais. Et elle m'inspirait davantage une musique un peu... Bon, chargée, c'est peut-être un peu fort, mais disons ça. Une musique un peu chargée. Alors, c'est pas du tout le cas, hein, mais précisons-le. Comment tu l'as imaginé, cette pochette ? Alors figure-toi que c'était donc tout à l'heure dans mon studio est rentré Fabrice, qui est donc mon directeur artistique et aussi
mon associé, mon allié, une des personnes les plus importantes de ma vie professionnelle. Et il avait la même pensée que toi. C'est-à-dire qu'il me disait, tu sais, cette pochette, elle inspire, on a l'impression que la musique va être chargée, et c'est pas le cas. Il faut que tu t'attendes à ça. Donc, tu vois, il est bon, quand même, cet homme-là. Et du coup, j'en ai oublié le contenu de ta question. C'était, non, c'était plus comment tu l'avais imaginé. Comment j'avais imaginé, qu'il y a un peu de la réunion là-dedans. Bah, en fait, moi, j'étais sûr d'appeler l'album Paradis. Je savais ça. Donc, parti de là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une représentation de ce que j'imaginais être le paradis. Et avant tout, pour moi, le paradis, c'est de la luxuriance. Donc, je voulais de la luxuriance. Et je voulais contraster entre de la luxuriance dessinée, peinte, et une image très brute de moi de face. Donc, et très contourée, tu vois. Donc, j'avais quand même déjà pas mal d'informations sur comment je voulais qu'elle se présente la pochette. Donc après, le Douanier Rousseau, il m'est venu parce que en fait, l'ingé son du disque, du CD, qui s'appelle Olivier Leduc, qui est un homme extrêmement cultivé et qui n'est pas élégant que grâce à ses oreilles. Lui, il m'a parlé du Douanier Rousseau que je connaissais très mal, en me montrant des tableaux que j'ai trouvés très intéressants, notamment parce que ce n'est que fantasmé en vérité. Oui, c'était jamais rendu. Il n'est jamais allé sous les tropiques et il les a beaucoup peintes. Et du coup, c'est intéressant de fantasmer une luxuriance, parce que en l'occurrence, le paradis, personne n'y est. Oui, j'avais même pas pensé. Donc, du coup, c'était intéressant d'avoir cette jungle fantasmée et quand même un peu flippante. Il y a quelque chose d'un peu menaçant quand même. Il y a toujours un animal un peu étrange. Il y a toujours quelque chose dans cette jungle qui est un peu flippant. Et comme quand même, il y a un peu d'ironie dans ce mot paradis, dans mon album, enfin d'ironie en tout cas de drame. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de mettre ce paradis luxuriant, menaçant du Douanier Rousseau. Alors ce paradis luxuriant et peut-être menaçant, c'est aussi La Réunion, qui est ce lieu où... Alors je l'ai appris, tu as étudié la médecine, où tu as écrit cet album, où tu as vécu avec la femme idéale du précédent album, et où tu t'es donc séparé, comme on le comprend dans cet album. Pourquoi est-ce que, tu le dis souvent, tu t'y sens chez toi, dans cette île ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça me permet de comprendre plein de choses, de me sentir chez moi dans un endroit dans lequel je ne suis pas... dans lequel je n'ai ni ancêtre, ni vécu. Ça me fait comprendre que, en fait... c'est génial de découvrir un endroit et de se dire, tiens, là, dans cet endroit, je pourrais y mener mon existence entière. Je suis bien. Et je trouve que ça en dit long aussi sur la manière qu'on a d'ouvrir ou pas nos frontières, en vérité. Parce que quand tu reçois des gens qui se sentent bien ici, alors qu'ils n'ont ni ancêtre ni vécu, ils sont des représentants magnifiques de l'endroit, puisqu'ils s'y sentent bien. Donc ça m'a aidé à comprendre ça, déjà. Et puis, il y a quelque chose dans cette île, je sais pas, dans la lumière, les paysages, les gens, le rythme, tout entier, en fait, qui me donne envie d'appartenir à l'endroit. Voilà. Alors, dans cet album, il y a des duos. Ah oui. Il y en a 3, avec Poupie, avec Anaïd Rosam et avec Jérémy Frérot. Bon, c'est une question relativement simple, enfin relativement basique plutôt, mais comment ils sont nés, ou plutôt ces duos, ou plutôt ces rencontres, et puis surtout, pourquoi eux et elles, pour quelle teinte tu voulais donner à l'album avec ces personnes ? Ils sont nés... D'abord, Jérémy Frérot, je le connais depuis longtemps. On s'est rencontrés parce que il avait fait un duo avec un type qui s'appelle Flo de la Vega, qui s'appelait donc facilement Frérot de la Vega. Et en fait, ils avaient commencé la musique depuis 2 semaines, qu'ils étaient déjà signés en maison de disque. Ils n'avaient jamais écrit un seul morceau. Ils faisaient juste des concerts à Arcachon. Ils étaient encore sauveteurs en mer. Et ils avaient déjà 1000 personnes dans leur concert. Donc là, il y a les maisons de disques qui ont levé le doigt en disant qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ils sont partis à Paris vivre leur rêve de faire de la musique. Et sans avoir encore écrit la moindre chanson. Et quand ils sont arrivés dans le bureau du label, on leur a dit, mais alors il faudrait que vous trouviez des gens pour écrire des chansons avec vous, est-ce que vous pensez à des gens ? Et ils ont dit, bah ouais, ce gars-là, on l'a vu sur cette vidéo, et donc ce gars-là, c'était moi. À l'époque, moi, j'avais vraiment rien sorti encore
de musique. J'avais fait une vidéo qu'ils avaient bien aimée. Ok. Et du coup, j'étais encore médecin à l'époque. Et ils m'ont contacté en me disant voilà, nous, on est sauveteurs en mer, on voudrait faire des chansons. Et moi, je dis écoutez, avec un médecin. Moi, je suis des sauveteurs en mer qui font appel à un médecin pour faire des chansons. Je pense que le cocktail est impeccable. Okay, voyons-nous. Ouais. Donc, on s'est rencontrés et on a fait des chansons et il s'est rien passé. Du tout. Okay. Parce que voilà, je sais pas, la maison de disques, ils croyaient pas trop, j'en sais rien. Oui, comme on dit, la vie a fait que ça. La vie a fait que voilà. Et puis en fait, ils ont fait The Voice. Parce que j'imagine pour essayer d'éclore, quoi, pour essayer d'exister, parce que ça n'existait pas. Et The Voice, ça s'est super bien passé pour eux. Ils ont vraiment fait ils ont été découverts. Le monde les a découverts grâce à cette émission de Télécrochet. Et après, en sortant de l'émission, il fallait vite enregistrer un album. Et donc, ils ont enregistré un album avec des chansons qu'on avait notamment écrites ensemble. Et cet album a été un succès. Et ce succès-là, ça nous a soudés. C'est-à-dire que c'était vraiment extraordinaire de vivre ça. C'est-à-dire, il m'appelait en me disant je te jure, c'est fou ce qui est en train de se passer. Là, il y a vraiment du monde au spectacle. Viens voir un concert. Et donc, je suis allé les voir en concert deux ou trois fois, voire même 10 fois, en fait. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire de voir tout un public chanter des chansons que j'avais écrites dans mon petit bureau, tout seul, au 23e étage d'une tour du 13e, tu vois. Donc ça nous a soudés, on est restés proches. Après, ils ont fait leur deuxième album, sur lequel j'ai un peu travaillé, mais moins. Et puis, cette proximité musicale a fait qu'après, quand Jérémy Frérot a fait son album, Matryoshka, on a beaucoup travaillé ensemble. On s'est beaucoup côtoyé et beaucoup aimé, je crois, en fait. Et on a fait cette chanson qui s'appelle Gaffe aux autres, qui est sur son album Matryoshka. Et après, moi, sur mon album, je me disais que j'avais envie qu'on la refasse ensemble, mais cette fois-ci, dans mon monde à moi. C'est-à-dire là, c'était dans son monde à lui et dans mon monde à moi. Ouais. J'aime bien, moi, comme ça, ces morceaux qui traversent les c'est une bonne idée. Je trouve ça cool. Et donc voilà, on garde cette proximité-là. Elle est longue, hein, cette réponse, parce qu'attention, cette réponse est longue, mais on a tout notre duo. Donc là, je suis qu'au premier. Les deux autres, je vais faire un album de duo. Parce que... Je vais faire plus court. Poupie, en fait, j'avais cette chanson où en fait, je raconte quelque chose. Je raconte que ça va pas bien, mais que ça va pas si mal. Et je voulais une voix extérieure d'une personne qui me dit, comme qui représentait un peu mes amis, en fait. Ouais. Qui me dit non mais t'inquiète pas, c'est pas si grave ce qui t'arrive. Et donc la chanson s'appelle Le cœur nous anime. Ouais. Et je cherchais une voix de diva, j'avais besoin d'une diva. Et donc à ce moment-là, je saignais le P de Poupie, que je trouve être une extraordinaire chanteuse. Et donc je l'ai contactée et en lui demandant si ça pouvait l'intéresser. Et elle m'a répondu positivement. Elle est venue ici. Avec toute sa simplicité, parce qu'elle est extrêmement facile, cette fille. Trop chouette. Elle est venue, elle a chanté, elle a explosé le truc, elle a mangé sa pasta box avec ses Kinder Bueno en discutant. Elle est repartie, quoi. Voilà, c'était génial. Anaïd Rosam, ça c'est encore autre chose. Moi, Anaïd Rosam, je suis tombé dessus sur Instagram à travers les comme pastilles. J'imagine beaucoup. Voilà, exactement, où elle campe des personnages, qu'elle joue à la perfection. Et j'ai été bluffé par son niveau de jeu, en fait. Et donc, je cherchais une comédienne pour faire un espèce de poème qui est un peu le seul poème de l'album, qui s'appelle Semaine A, Semaine B, où c'est la lettre d'un homme à son ex-femme qui lui raconte comment il vit sans elle les enfants, et une lettre d'une femme à son ex-homme qui lui raconte comment elle vit sans ses enfants. Sans que vraiment l'idée ce soit que la lettre soit envoyée, parce qu'en fait souvent on écrit à l'ancienne être aimée sans jamais lui envoyer, c'était un peu le projet. Donc il me fallait une actrice. Et donc je l'ai contactée, je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser, elle m'a dit attends, c'est trop marrant, moi j'écoute tes chansons avec ma mère. Donc là j'ai effectivement plus jeune que moi, et en fait elle est venue, et pareil, comme c'est une très bonne comédienne, et il se trouve qu'elle chante bien aussi, et en plus elle chante super bien, mais ça je savais, parce que parfois elle pose des stories où parce qu'il n'y a pas que de la lecture. Voilà. Il y a à la fin ça chante, mais je savais qu'elle avait ce truc là. Puis globalement les comédiennes souvent elles chantent, et les comédiens, enfin c'est des trucs qui sont assez proches, parce que tu dois apprendre à poser ta voix, etc. Mais en plus oui, effectivement elle a cette fibre là, donc elle est venue, et c'était vraiment un super moment, parce que moi j'admire à mort cette comédienne, donc c'était pour moi un moment exceptionnel de la voir. Trop et voilà. C'est déjà 17 minutes. C'est super. Écoute, merci beaucoup. Alors, j'aurais bien aimé également parler de ton concert auquel je devais me rendre le 11 novembre. Mais malheureusement, on aura tous et toutes compris que la date a été, non pas reportée, mais je l'ai appris hier, annulée. Tout à fait. Et pour beaucoup d'artistes, un concert, c'est l'apothéose, c'est leur moment préféré de la construction de l'histoire d'un album.
Et toi, qu'est-ce que ça représente, le concert? Est-ce que c'est comme beaucoup, je sais pas, l'apothéose ou pas du tout? C'est quelque chose qui te stresse? C'est quelque chose que... Bah, les deux, en fait. Ouais. Non, qui te stresse, on s'entend dans le mauvais sens, tu sais. C'est une apothéose parce que c'est un moment de communion entre les gens qui écoutent ta musique et toi qui fais ta musique, et entre toi et les musiciens avec qui tu joues. Mais c'est aussi une peur, je dirais pas un stress, mais une peur, parce que c'est très risqué, en fait. On se rend pas compte, mais parce que tu peux rater, en fait. Alors les gens te disent, mais oui, mais on n'a pas remarqué, etc. Peut-être, mais nous, on remarque, en fait. Et tu peux vivre des moments difficiles, parfois sur scène, très difficiles. Donc c'est à la fois une peur et un moment de grande jouissance. C'est les deux. Tu écris aussi des chansons pour les autres. Oui. Pour alors Jérémy Frérot, évidemment. Pour Zaz, alors ça j'ai lu, mais Abby Bernardotte. Ouais. Bernardotte, je ne sais pas trop. TH à la fin. Ouais. Qui est le dernier vainqueur de The Voice. Ouais. Et je me demandais, tu as aussi écrit d'ailleurs, je fais une sous-question. Tu as écrit, ou tu es en train d'écrire une musique de film aussi. Ouais. Tu travailles sur même la chanson I Will Survive. Ouais. Quel type d'exercice c'est pour toi, tout simplement, d'écrire pour les autres? Parce que c'est quand même sensiblement différent que pour soi. Ouais, carrément. C'est très différent et c'est très agréable, en fait. D'abord, ça fait respirer la plume, parce que du coup, tu n'écris pas pour toi et un projet qui porte ton nom, et après que tu vas devoir expliquer, etc. C'est pas du tout pareil. Là, tu fais partie d'une équipe et tu en es un rouage. Donc, c'est assez confortable. Et pour te donner un peu un parallèle avec vous, journalistes, si. J'insiste. Okay. C'est comme quand tu fais partie d'une rédaction et que tu écris des papiers dans une rédaction et qu'à côté de ça, tu fais un livre. Ça fait respirer ta plume de faire un livre. Tu fais un grand livre d'enquête sur quelque chose. Du coup, d'abord, tu le défends avec ton nom. Tu n'es pas sous couvert d'une rédaction. Et du coup, c'est assez équilibrant. Donc, je pense que c'est vraiment équilibrant de faire à la fois un projet qui porte ton nom et aussi d'être le rouage d'une équipe. Oui, c'est aussi pour l'ego, ça fait du bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas quelque chose qui est juste imposé, quoi. C'est pas juste une commande. C'est un truc qui t'intéresse vraiment, qui te limite, qui te nourrit. Et ça m'intéresse aussi pour le côté commande. C'est-à-dire que du coup, c'est un exercice que moi j'aime bien. Moi, je ne travaille que avec dans des projets dans lesquels qui sont sains, en fait, avec des gens avec qui je m'entends bien et dans lesquels je pense que je pourrais apporter quelque chose. Voilà. Et quand c'est le cas, j'y vais. Et c'est souvent des super moments. Ouais. Et pour finir, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as un coup de cœur culturel à nous partager, un ou plusieurs ainsi? Alors, déjà, j'aimerais bien plusieurs. Pourquoi pas plusieurs? Donc j'en ai un que j'adore, un chanteur que j'écoute en boucle en ce moment qui s'appelle Mustapha, avec un F, qui doit être anglais, je pense, qui fait de la musique. Ok, je connais pas. Ah, c'est magnifique. Vraiment, il y a 2 titres là qui sont sortis de son album à venir. Un titre qui s'appelle Stay Alive, un autre qui s'appelle Air Forces. Ok. Alors ça, en ce moment, je jure vraiment que par lui. Mustapha, ok. À la fois sa voix, les arrangements, la douceur du mec, c'est vraiment très très beau. Après, dans quelque chose de plus léger, il y a une page Instagram que j'aime beaucoup d'une fille qui s'appelle Laura Felpin, qui campe aussi des personnages avec un talent qui, moi, me subjugue. Elle est très drôle. Ouais. Et elle chante aussi, d'ailleurs. Et elle chante hyper bien, ouais. Ça, j'ai découvert récemment et je suis assez vraiment... j'adore, quoi. Voilà. Super. Je dirais ces 2 trucs-là. Ok. Super. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Ah non, putain, c'est passé super vite. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et évidemment à vous abonner au podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.